Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le maraîchage bio en circuit court. Nous sommes en Moselle, à Inglange, avec deux sœurs passionnées de jardinage, fondatrices en 2016 de la bien nommée ferme maraîchère aux Sœurs des Champs. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Tamara et Mégane Christen, bonjour. Bonjour. Mégane Christen, on va commencer avec vous. La ferme aux Sœurs des Champs, c'est une ferme de maraîchage bio. Oui, effectivement, on a créé cette ferme en 2016. Donc on a commencé avec un petit jardin qu'on faisait en plus de notre travail avec Tamara et qu'on a agrandi depuis jusqu'à avoir une taille d'à peu presque 1 hectare aujourd'hui. Donc on a créé en 2016, Tamara et moi, on avait chacune de notre côté envie de faire du maraîchage. Et le bio, ça, en fait... Le café, on entend, qui est tout prêt, on est dans votre cuisine. Donc le bio, en fait, on s'est jamais posé la question, ça a toujours été une évidence pour nous. On a vraiment des valeurs d'écologie et de respect de la nature. Donc le bio, on s'est jamais posé la question. Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Non, il n'y a jamais eu de doute où voilà, on se faisait bouffer les trucs par les insectes. Ben c'est tout, c'est comme ça, c'est la nature. Et le maraîchage, en fait, on s'est orienté là-dessus, chacune de notre côté, avec notre chemin de vie. Mais on vient pas du tout du milieu agricole. En fait, à la base, nos parents sont pas du tout agriculteurs. On a grandi à Yutz. Donc, bon, c'est une petite ville, mais c'est pas très rural non plus. En Moselle. Voilà. Et donc, en fait, on a commencé tout petit pour voir si on travaillait bien ensemble, si le terrain aussi qu'on avait choisi convenait au maraîchage, parce que c'est pas toujours évident. C'est un terrain, Mégane Christen, que vous avez acquis dans la perspective du maraîchage, véritablement pour ça. Oui, en fait, au début, on l'a pas acheté. Le paysan qui était en place nous a laissé l'occuper pour faire des tests. Mmh. Et une fois qu'on a vu que vraiment c'était là qu'on voulait s'installer et qu'on a commencé vraiment à s'y attacher à ce terrain, on a acquis on a acquis le champ pour vraiment faire les investissements, parce qu'il y a beaucoup d'investissements en maraîchage, construire les serres, mettre en place l'irrigation. Mettre en place l'irrigation, faire un bassin de rétention. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis la qualité du sol aussi s'améliore d'année en année. On voit vraiment aussi au niveau des mauvaises herbes, parce qu'à force de les enlever, on finit par en avoir un peu moins. Donc on s'investit vraiment sur un terrain. C'est bien d'en être possesseur, quoi. En même temps, quand on vous écoute, Mégane Christen, on a l'impression que tout ça se fait naturellement. Bah tiens, voilà, je me lève un matin, je crée une exploitation ou une ferme en maraîchage, je m'associe avec ma sœur et puis on trouve un bout de terrain. C'est vraiment comme ça que ça s'est produit, ou au départ il y a eu une réflexion, un business plan, comme on dit aujourd'hui, de l'investissement? Non, on s'est beaucoup posé de questions avant de se lancer. On a eu 2-3 ans de réflexion. On a commencé à visiter des maraîchers en 2013. Et on a commencé le jardin seulement en 2016. Donc on a quand même... on a visité beaucoup d'exploitations différentes aussi, pour voir tout ce qui existait, ce qui était bien, ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas. On a travaillé aussi pour des maraîchers. Ça, c'est très très important de faire une saison entière chez un maraîcher. Au minimum. Au moins, oui. Parce que entre là aussi, on y reviendra peut-être, mais entre... J'imagine la théorie, la manière dont on rêve les choses et puis la réalité, peut-être un certain écart. Ah oui, et puis même quand on est salarié, on a l'impression de savoir des choses, et au final, quand c'est à nous de prendre les décisions, tout d'un coup, on se pose 15 questions qu'on ne s'était jamais posées avant. Donc la première année en 2016, on avait un emploi en plus, on faisait le jardin le soir et les week-ends, et ça c'était vraiment bien, parce que Tamara et moi, on avait chacune un patron différent, donc le soir, on faisait notre jardin, on se posait des questions, le lendemain, chacune, on posait les questions à notre patron, et on revenait le soir avec des réponses, on comparait, et c'était un vrai parrainage en fait. Donc ça, c'était très bien, et en tout, on a vraiment fait plusieurs années de salariat chacune, dans des endroits différents qui nous ont permis d'avoir de l'expérience. Et c'est bien, parce qu'il y a des choses que certains font, et finalement, quand on voit d'autres faire, on se dit mince, mais... Pourquoi on n'y avait pas pensé avant, quoi, finalement. Aujourd'hui, aux Sœurs des Champs, ça représente, vous l'avez dit, une surface d'1 hectare. Pour quel type de production?
Alors on fait le plus de légumes possible. Tout ce qu'on peut faire comme légumes, on le fait. Donc autant des aromates, du thym, du basilic, du persil, la ciboulette, que des tomates, des carottes, poivrons. En fait, on essaie vraiment de faire tous les légumes. Pour l'instant, il y a les légumes qui sont pluriannuels, type asperges et artichauts qu'on ne fait pas encore. Les fruits, on fait un tout petit peu. On a un petit verger avec des mirabelles, des quetches et on fait un peu de fraises. Cette année, on a fait aussi des pastèques. Mais sinon, tous les légumes, on essaie de tout faire et on fait beaucoup de variétés. On adore les variétés un peu rigolotes du type... par exemple, pour les tomates, on a 36 variétés différentes. Et c'est pas une expression, on a vraiment 36 variétés de tomates. Voilà, c'est ça. Si, c'est 36, j'ai compté. En aubergine, on a aussi des aubergines vertes, des aubergines blanches et violettes, des bambinos qui sont toutes petites, qui se mangent toutes petites. Les concombres, pareil, on a 5 variétés différentes. Voilà, quand on a des stagiaires. C'est difficile pour expliquer à quelqu'un d'autre comment récolter. Oui, voilà, donc voilà, on s'amuse bien, on essaie vraiment de faire le plus de diversité possible. Alors, on entend bien, on a envie de partager votre enthousiasme quand on sait que les maraîchers bio, les paysans d'une façon générale, mais les bio, notamment dans le maraîchage, c'est un métier difficile. Vous, en plus, on entend que vous vous amusez bien, en plus, à compliquer quelque part volontairement la chose. Non seulement c'est compliqué de produire, mais en plus, vous produisez d'énormes quantités de variétés. C'est vrai que quand il y a le magazine de semences, c'est pendant l'hiver, c'est le magazine des jouets de Noël, quoi. Pour les enfants, c'est pareil, il faut vraiment qu'on se limite parce qu'on a envie de tout essayer. Et... Oui, on essaye de limiter le nombre, parce que je me dis, si on essaye tout d'un coup, on n'aura plus rien à découvrir pour les prochaines années. Donc on essaie de limiter, on découvre des petites choses chaque année pour avoir encore un peu de surprise. Alors, on espère que cet enthousiasme va continuer. Tamara, Christine, le fait d'être en bio, qu'est-ce que ça implique par rapport à un maraîcher qui serait en conventionnel? Je n'aime pas trop l'expression, on va dire en chimique. C'est surtout le désherbage, parce que... Ça, le désherbage, on y passe beaucoup de temps. C'est un vrai casse-tête que le conventionnel n'aura pas. Parce que lui va désherber de manière chimique. Voilà. Donc, il faut vraiment gérer ça au mieux et il faut anticiper. Et le mieux, c'est de désherber quand les adventices, les mauvaises herbes sont petites. Donc ça, c'est la théorie aussi, mais on se laisse facilement dépasser. Quand elles sont petites, elles reviennent. Ça dépend desquelles. Normalement, quand elles sont petites et que le sol est sec, c'est toujours pareil, ça part bien. Si le sol est un peu mouillé, il y a des chances qu'elles reviennent. Après, il y a un stock de graines impressionnant, donc on a beau passer une fois, 2 fois, des fois, il y a beaucoup de graines de mauvaises herbes, donc ça revient. Ça dépend de la préparation du sol, ça dépend des coins du jardin et des coins plus ou moins touchés. Et le gros problème, c'est plus les mauvaises herbes pérennes, type liseron, consoude, ça c'est chez nous en tout cas, rumex. Qui là envahit, si on s'y prend, chardon aussi, chardon. Voilà. On n'est pas en Lorraine pour rien. Ouais, donc ces mauvaises herbes là, il faut bien gérer. Je pense qu'au fur et à mesure on les épuise et puis voilà. Mais c'est vrai que... Alors, vous parliez de théorie, Tamara, Christine, on entend des fois parler du fameux équilibre de la nature lorsque il y a un équilibre les mauvaises herbes qui poussent, qui se fait entre les plantes, les animaux, les insectes. Est-ce que c'est de la théorie ou une pratique que vous vivez justement? Après, nous, sur les abords de la parcelle, il y a des voisins qui s'arrachent les cheveux, qui nous ont prêté une débroussailleuse parce qu'ils en avaient marre de voir les hautes herbes. Bon, nous, on n'est pas trop rigoureuse. C'est un peu... Il faut qu'on fasse attention à cause des limaces parce que c'est quand même des nids à limaces. Mais après, c'est aussi des nids à biodiversité. Donc, on s'embête pas trop sur les abords du jardin. Par contre, au niveau des légumes... on a fait l'expérience de choux avec adventices et choux sans, qui ont peu poussé parce qu'ils avaient de la place et ils n'ont pas poussé, les pauvres choux qui étaient complètement ensevelis sous les mauvaises herbes. Donc il y a un équilibre. Après, l'équilibre, c'est pas forcément de faire pousser des choux dans le champ, quoi. Et la nature, elle fait pousser spontanément plein de jolies herbes, mais les choux, les carottes, tout ça, elles ont besoin de notre aide quand même un petit peu. La ferme aux Sœurs des Champs a 1 an. Qu'est-ce que vous tirez de cette première année d'expérience? Je ne sais pas qui veut répondre. Mégane, Christine peut-être. Ou Tamara.
qu'il faut s'accrocher, qu'on est très contente de ne pas avoir réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place au départ, parce qu'on se rend compte par exemple qu'il y a des zones qui sont trop mouillées, et donc on avait prévu de placer des jardins là et c'était pas une bonne idée. On s'agrandit petit à petit, et donc ça nous permet d'augmenter notre clientèle doucement, et puis de ne pas avoir trop de production d'un coup non plus, et voilà, d'apprendre à travailler ensemble aussi. On a une qui est plus du matin, l'autre plus du soir, voilà, ça, de bien se gérer notre entente et notre association, parce que c'est un point fort, mais c'est difficile à entretenir. Au niveau technique, on essaye de faire le point à la fin de chaque année, et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bruxelles pour BX. Bruxelles, c'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil, si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions, tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des petits marrants, yo. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé. Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui est pauvre, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé. Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arôme, personne ne reste sur le côté. TSP. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le botal mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes à chasser, t'adoptes le seau. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses mouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, alors rejoins le toilette sèche pour moi. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé. Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé. Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arôme, personne ne reste sur le côté. Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires je cultive la terre, me shoot au nucléaire. Mec je connais les affaires. Big up aux fruits, aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dunks de chaque île. Dimanche je pile mon tracteur en mode gangster. La 7K à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew. Les pesticides sauvages, on rajoute du goût. Fais passer le message. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Tamara, Christelle, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure lorsque je parlais de votre parcours et du regard que vous jetiez sur le chemin déjà parcouru. Alors oui, en fait, on est quand même assez contente d'en être arrivé là, d'avoir réussi à monter 3 serres en 1 an et demi, puis d'avoir agrandi les jardins, d'avoir réussi à développer un petit peu une clientèle sur différents marchés et d'avoir créé une AMAP. Donc à ce niveau-là, on est quand même contente. Il n'y a pas tout qui marche comme on veut, mais on a quand même accompli un beau bout de chemin ensemble. Alors avant de parler précisément de la manière dont vous commercialisez, dont vous vendez vos légumes que vous produisez ici aux Sœurs des Champs, précisément qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, ou qu'est-ce que vous auriez mais qui marche et qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, Tamara, Christine? Au niveau de la production, au niveau de la vente? Au niveau de tout.
Je vais laisser parler Mégane, elle a plus d'idées là. Bah là, par exemple, cette année, avec les problèmes de sécheresse, on a des toutes petites patates, donc on n'a que de la grenaille. Donc ça va être plus au niveau technique des choses qui ne marchent pas, mais ça c'est en fonction du temps, quoi. On ne peut pas toujours réussir. C'est d'où l'intérêt de faire beaucoup de légumes. S'il y a un légume qui ne marche pas, ben, d'autres fonctionneront cette année-là. Donc après c'est aussi au niveau de la gestion du temps, c'est qu'on se fait toujours des programmes de dingue et au final complètement irréalisables dans le temps imparti. Donc ça va être aussi ça qu'on va essayer d'améliorer d'année en année, quoi. C'est d'arriver à être plus efficace sur chaque étape pour arriver à tout faire à temps, parce que c'est vraiment un problème de temps, de temps et de temps. De temps, le chrono, c'est le temps, la météo, quoi. Voilà, c'est ça qui nous fait défaut. En même temps, c'est un métier qui précisément convoque ces deux aspects du temps, par définition. Comment vous vendez aujourd'hui les légumes que vous produisez aux Sœurs des Champs, Mégane Christen ? Alors on fait des paniers qu'on peut commander sur internet, donc on les prépare et on les livre à la Chaoué à Metz et à Thionville à l'épicerie Finesse. Alors la Chaoué à Metz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un café associatif qui se trouve près du centre Saint-Jacques, donc où il y a beaucoup d'animations, autant de la vente de légumes que des concerts, que des parties de Scrabble, enfin ils font tout. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est assez sympa comme endroit. Et l'épicerie Finesse qui vend des produits du terroir et des produits de très bonne qualité et qui fait aussi des petits repas pour le midi. Donc ça c'est la partie, on pourrait presque appeler ça vente par correspondance. Pas vraiment parce qu'on les livre nous-mêmes. Enfin, on est là. Pas forcément par Amazon pour livrer. Non, voilà, c'est ça. On va être là, on va pouvoir donner des idées de recettes. Les gens vont nous voir. Et on fait aussi ce type de panier à Distrophe au marché qui se trouve à l'église le mercredi soir de 16h à 19h, 16h30 à 19h. Et on fait donc le marché de Distrophe, le marché de Thionville aussi le samedi matin, au niveau de la place près de la Micaline. Et on fait également, du coup, depuis cette année, l'AMAP à Yutz qu'on a créé cet hiver. Alors AMAP, on va en dire deux mots, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc en fait, c'est le plus court des circuits courts. En fait, les AMAPiens, donc les clients qui sont des consommateurs, vont s'engager sur l'année à prendre la production aux paysans. Donc ça peut être des maraîchers, ça peut être des apiculteurs, des producteurs de chèvres ou de viande. Donc ils s'engagent sur l'année et ils viennent chercher chaque semaine les produits qu'ils ont déjà payés en fait. Et donc ça permet aux producteurs de savoir exactement où il va. On sait que tant de kilos de tomates pourront être vendus cette année-là. Et ça permet de, contrairement au marché, quand on repart, la camionnette est vide, quoi. Tout est vendu. Pour autant, Mégane Christen, ce n'est pas un choix que vous avez fait d'emblée, la MAP. Alors en fait, la MAP, techniquement, il faut vraiment être au point, parce que autant un marché, si on a 15 bottes de radis, c'est pas grave. Autant si on a 30, nous cette année on a 30 amapiens, il faut qu'on puisse avoir assez de production pour ces 30 amapiens qui ont déjà payé, quoi. Autant ils s'engagent, autant nous aussi on s'engage à leur fournir la production. Donc c'est la première année où on a fait ça, les autres années on n'a pas voulu le faire parce que techniquement on n'était pas sûr d'être assez bonne pour arriver à fournir assez de légumes, quoi. À l'inverse, le marché, j'imagine que on revient au temps, que c'est chronophage, que ça prend du temps, qu'on n'est pas forcément sûr non plus de tout vendre, avec peut-être là aussi des préoccupations de chiffre d'affaires en fin de marché. Évidemment, vous avez choisi un peu de panacher les deux systèmes. Exactement, et c'est vrai que ça nous convient bien, parce qu'au final, on privilégiera toujours les amapiens si on n'a pas beaucoup de légumes. Par exemple, au début d'année, on avait un tout petit peu de carottes, c'était pour les amapiens. Mais le marché, ça va permettre d'écouler peut-être plus de volume que la MAP pour l'instant. Et puis aussi des petites quantités. Quand on a des petites quantités de certaines choses, on n'a pas besoin de se poser la question de il n'y a pas assez pour chaque amapien, quoi. Le marché, évidemment, c'est un côté très sympathique. On va parler aujourd'hui de lien social. Néanmoins, je reviens à mon idée de temps que cela prend. Est-ce que ce n'est pas considérable ? Est-ce que pendant qu'on est en train de vendre finalement sur un marché, on se dit je ferais mieux d'aller arroser mes tomates ? Un marché qui marche bien, en fait, non, on ne se pose pas la question parce qu'on est bien occupé. Après, c'est vrai que des marchés où il n'y a pas beaucoup de monde, là, c'est vrai qu'on a le temps de penser à ce qu'on pourrait faire d'autre. Mais il y avait des marchés qu'on a testés et ça n'allait pas, c'était un peu loin, donc on a arrêté.
Voilà. Donc si un marché fonctionne bien, que, en plus le marché de Thionville, là, il est pas loin de chez nous, donc ça nous prend pas trop de temps d'y aller. Ça prend pas trop de temps de revenir, on n'est pas trop crevé non plus par la route, donc ça va. C'est vrai que j'avais testé un autre marché beaucoup plus loin, où il y avait une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour. Pour pas faire grand chose en chiffres, donc là on a arrêté. Voilà. On peut être bio et néanmoins préoccupé par son chiffre d'affaires, c'est ça l'idée? Tout de même, oui. Alors, au bout d'un an, Tamara Christen et Mégane Christen, vous êtes deux sœurs, on l'aura compris, de cette exploitation aux Sœurs des Champs, ici à Inglange. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre de votre exploitation? Eh ben, pas encore, mais on espère que ça viendra. En fait, il y a des investissements considérables à faire quand on crée une ferme. Comme nous, on n'a pas pu récupérer quelque chose de nos parents, donc il a fallu tout créer de A à Z. Donc pour l'instant, on est seulement en train de rembourser les investissements qu'on a pu faire. Et on espère que d'ici, je sais pas... On s'est donné 4 ans pour arriver à se tirer un salaire, mais on espère que peut-être déjà l'année prochaine, on aura déjà moins d'investissements à faire. On espère pouvoir déjà commencer à se tirer quelque chose, quoi. Parce que en même temps, travailler comme vous le faites, tiens, au fait, combien d'heures vous passez dans vos champs, Tamara Christen et Mégane Christen, combien de temps vous y passez? Et 4 ans sans obtenir de salaire, c'est quand même très long. Non, on s'est donné 4 ans pour que ça fonctionne. Mais voilà, Mégane le disait, l'année prochaine, on aura moins d'investissement parce qu'on a vraiment voulu investir, acheter les serres dès la première année, système d'irrigation et le terrain. Donc c'est ça qui coûte le plus cher. Après, on aura encore des charges opérationnelles, mais beaucoup moins importantes normalement. Bon, il y a toujours des imprévus. Mais au bout des 4 ans, il faut que la ferme soit rentable. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas au bout des 4 ans, on commence à se tirer un salaire. Et donc en termes d'horaire, c'est beaucoup plus calme l'hiver. Ça commence à s'accélérer en avril-mai. Donc là, on commence à faire du 50 heures semaine. Et puis juillet-août, enfin juin-juillet-août. En fait, ça dépend de la saison et quand est-ce qu'il faut désherber. C'est surtout ça qui nous prend beaucoup de temps. Et ça peut monter à 60-70 heures semaine. Mais l'objectif, c'est justement, une fois qu'on sera bien, c'est parce que là, on n'est pas encore super bien installé, c'est d'être plus efficace et justement de diminuer le temps de travail. Parce que je pense que quand on a fait 70 heures semaine, on n'est plus trop efficace. Donc de diminuer, de faire du 50-60 heures avec peut-être quelques pics. Occasionnellement, mais avoir une vie un peu plus sereine. Et ça, déjà, rien qu'en ayant des bâtiments plus proches du jardin, on a diminué notre temps de travail, on a augmenté en efficacité. Une salle de préparation de légumes plus adaptée, on a plus d'outillage, donc il y a beaucoup de choses qui nous fait gagner du temps. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout roule, quoi. Ça a commencé avec le catalogue de Noël et les variétés, et puis finalement, voilà, on se lève le matin, on vend nos légumes, on produit nos légumes, l'après-midi on les vend, ou l'inverse. Est-ce que tout ça est planifié? Vous en discutez avec vous? Il y a du stress, ou est-ce que ça vient un peu comme ça, un peu, je veux dire, à la vallée comme je te pousse, un peu comme les saisons, quoi? Oui, non, c'est pas toujours tout rose, hein. C'est pas un métier facile. C'est quand même, quand on dit 70 heures semaine, c'est quand même, la fin de la journée, on est quand même crevé. Et au niveau de la vie sociale, c'est pas toujours évident non plus, parce qu'on voit les amis qui font 35 heures, qui nous proposent des trucs, on est toujours obligé de refuser parce qu'on bosse. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la vocation. C'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent ou juste comme ça parce qu'on a eu l'idée. Il faut vraiment avoir la niaque, quoi. C'est pas toujours facile, et puis quand on loupe des cultures, faut arriver à avoir la philosophie de se dire oui, mais c'est normal, ça arrive à tous les collègues, et ça arrivera encore les prochaines années, on n'y peut rien, on peut faire du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours facile, quoi. Quand on voit ça, là par exemple, au début d'année, c'était vraiment une année à limaces, on a planté 500 choux. C'est pas tous les ans une année à limaces? Non, l'année dernière on était plutôt tranquille. C'était sec comme tout, c'était la sécheresse, donc c'était un autre problème, mais il n'y avait pas trop de limaces du coup. Mais là cette année par exemple, on s'est fait manger 500 choux en 3 jours. Donc au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien, on se demandait même si on avait planté quelque chose, quoi. Donc là, faut arriver quand même à... Ou les oignons aussi, ils ont attrapé le mildiou, ils avaient la taille d'un crayon, donc ils n'ont pas beaucoup plus grossi. Donc bon, faut... Non, c'est pas toujours facile, hein, c'est sûr. Durablement vôtre, Éric Mutchler.
toujours à Inglange, à l'est de Thionville en Moselle, avec les sœurs Kristen, Tamara et Mégane. Et cette fois-ci sur le terrain. Alors le terrain, c'est votre, j'allais dire votre terrain de jeu, puisque vous êtes maraîchère. Il y a ici 3 serres autour de nous, avec une 4e en construction. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans les serres, Tamara, Kristen, sachant que cette émission a été enregistrée le 20 août 2018. Alors, dans la première, il y a des poivrons, des piments, des physalis, des aubergines, des pastèques et des melons, et du basilic aussi. Ça sonne un peu comme une chanson, des pastèques et des melons. Dans la deuxième, c'était la serre de printemps. Du coup, là, on a vidé pas mal de choses et on va ressemer des choses pour l'automne. Donc là, actuellement, on a des haricots rames, du fenouil et des carottes. Et on va semer du navet, de la mâche et des épinards et du mesclun. Et enfin, dans la 3e serre, on a un concombre et surtout des tomates. Donc, et puis tout au fond, il y a 2 petites serres. Petites serres. Alors, en fait, c'était nos premières serres où on avait nos tomates au tout début. Et là, ça nous sert de stockage pour de la paille, des petites bottes de paille pour mettre dans les allées. Et la deuxième, ça nous sert de serre à semis parce qu'on n'a pas encore installé notre vraie serre à semis. Et du coup, ça nous permet de mettre tous les plants qui sont un peu en trop, qui ne rentrent pas dans les châssis. Serre à semis, parce que l'intention, c'est aussi de produire vos propres semis. On produit tous nos semis. Ouais. Déjà à l'heure actuelle. Oui, depuis le début. Ça veut dire aussi que vous devez vous procurer des graines à l'extérieur en bio? Oui, ça par contre, on ne fait pas les graines, c'est vraiment un métier à part. On fait quelques graines faciles. Hein. J'ai fait de la coriandre, de l'aneth. Mégane a fait des haricots. Après un petit peu de tomates, mais c'est tout, quoi. On n'a pas prétention à les faire. Quand on vous écoute, Tamara, Kristen, il y a beaucoup de légumes différents. Oui. On a entendu aussi tout à l'heure avec beaucoup de variétés différentes. Est-ce que ça vous complique la vie ou au contraire ça permet de rompre une certaine autonomie? Oui et non. Forcément ça complique la vie parce que si on a 1 hectare de courgettes ou de carottes, c'est tout pareil, hein, donc ça va plus vite. De planter 4 rangées de courgettes de 40 mètres, ça va plus vite que de planter une rangée de courgettes et puis après une rangée de radis, une planche de radis, après une planche de carottes, ça c'est sûr. Après, ça nous facilite aussi la vie dans un sens où il n'y a pas de monoculture. Et du coup, on pense aussi que le fait qu'il y ait plein de légumes différents, avec la possibilité de faire des rotations, ça permet de limiter les maladies, de limiter aussi les pertes. Parce que si toutes les courgettes sont malades en même temps, on a nos 4 planches de courgettes qui sont mortes. Alors que là... on les fait séparément dans le temps, en fractionné, et du coup, s'il y a une série qui meurt, qui est malade, etc., on a l'autre qui va reprendre et qui n'est pas placé au même endroit. Et puis, s'il y a une maladie, elle va moins se propager, moins rapidement. Alors, tout ça nous amène à une autre question qui n'a rien à voir, a priori, avec les légumes. Néanmoins, Tamara et Mégane, Kristen, vous êtes 2 sœurs, pour dire les choses plus simplement. Et puis vous êtes mariées, toutes les 2. Juste moi. Juste vous, mais Mégane vit en couple, si j'ai bien compris aussi. Comment ça se passe déjà, votre collaboration? Vous êtes en GAEC, donc c'est une société agricole. Vous travaillez ensemble H24 ou quasiment. Et puis vous avez vos maris et compagnons. Comment ça se passe très concrètement et sans langue de bois et très sincèrement. Alors, du coup, moi j'ai la chance d'avoir rencontré mon mari après avoir eu l'idée du projet, donc il pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant. Il pouvait pas dire je ne savais pas, je ne suis pas engagé pour autre chose. Peut-être qu'il savait pas que ce serait aussi dur, mais en tout cas, il était au courant du projet, etc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il vient souvent nous donner des coups de main quand il peut, quand il a envie aussi, parce qu'il a quand même un métier physique. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait les maçons paysagistes, donc il fait déjà des bonnes heures, des bonnes semaines, et c'est du boulot physique. Mais quand il peut, il nous donne des coups de main. Puis, je pense que ça lui plaît d'avoir des bons petits légumes. Il aime bien faire de la transfo. Donc c'est lui qui fait la sauce tomate, des choses comme ça. Il s'occupe un peu des poules aussi. Est-ce qu'il y a en plus des poules? Oui, on a une centaine de poules pour avoir pondeuses en bio. Et donc on propose quelques œufs aussi en AMAP et puis au marché. Donc ça c'est votre cas à vous, Tamara, Kristen, et votre sœur Mégane. Là aussi, comment ça se passe?
On se voit pas beaucoup, du coup on n'a pas le temps de s'engueuler. Mon compagnon est agriculteur, donc il fait encore plus d'heures que moi. Donc c'est bien, parce que du coup si je faisais un 35 heures, je pense que ce serait peut-être un peu long de l'attendre. Je ferais d'autres choses en attendant, mais voilà. En tout cas je comprends vraiment sa situation parce que je suis un peu dans la même. Donc pour ça c'est bien. Après c'est sûr qu'au niveau vie de famille, du coup on espère tous les deux pouvoir un peu réduire les emplois du temps pour avoir du temps pour d'autres choses, quoi. Et entre vous, comment ça fonctionne? On sait que gérer une entreprise à plusieurs ou à deux, en tout cas, c'est pas forcément simple. Comment ça se passe entre vous? Alors, en fait, on a commencé tout petit quand on a commencé le projet. On n'a pas fait tout de suite une société, on était en cotisante solidaire, donc c'est un statut qui n'engage pas à grand-chose en fait. Et on n'a pas fait beaucoup d'investissements au départ parce qu'on voulait vraiment voir comment ça se passait quand on travaillait ensemble. C'est pas le tout de faire des repas de famille et de se voir comme ça pour rigoler. C'est pas du tout la même chose que quand il y a des enjeux financiers et que voilà, le salaire à la fin du mois en dépend. Donc on a vraiment commencé tout petit. Si je peux conseiller ça aux gens qui veulent s'installer à plusieurs, c'est vraiment top, quoi. De pas tout de suite investir et s'engager comme un mariage, parce que c'est comme un couple finalement, l'entreprise. Donc pour ça c'était bien, on a vraiment eu le temps d'apprendre à se connaître. Après on est quand même d'accord sur plein de choses. C'est bien d'être à deux parce que quand on est d'accord sur une décision, ça nous conforte dans notre décision. Et quand on n'est pas d'accord, du coup ça nous pousse à argumenter, à aller chercher les infos. Après il y a des fois où on n'est pas d'accord. Ça peut durer très longtemps. Par exemple, la taille des planches, on a mis 1 an avant d'arriver à se décider. Donc, la taille des planches, bien sûr, c'est l'espace dans lequel on. Voilà, les planches, donc c'est les endroits où on plante les légumes, séparés par les allées où là on marche. Donc voilà, donc ça c'est le genre de petits détails bêtes où on n'était pas d'accord, on a mis longtemps avant de se décider. Et quel est l'objet de la discorde sur la taille des planches? En fait, Tamara voulait des planches de 75 cm de large. C'était 75, et moi je voulais des planches de 1 mètre. Voilà, donc c'est tout. Et quels étaient les arguments? Alors, les planches de 1 mètre, en fait, il y a moins de perte de place au niveau des allées. Parce que si on a des planches de 75 et des allées de 50, il faut multiplier la taille du jardin par je sais pas combien. Donc ça veut dire plus d'irrigation, plus de désherbage. Ça veut dire aussi les plants qu'on plante tous les 50 cm qui ont besoin de place. Du coup, on peut presque faire qu'une seule ligne par planche. Donc il faut encore plus multiplier les surfaces. Le calcul au mètre linéaire est beaucoup plus facile aussi, parce que comme ça fait 1 mètre de large, si une planche fait 40 mètres, on sait qu'il y a 40 mètres carrés, quoi. Alors que 75 cm, voilà les calculs. Mais le gros avantage du 75 cm, c'est qu'on peut passer par-dessus. Le 1 mètre, on est obligé un peu de sauter. Maintenant, au début, on marchait vraiment pas sur les planches, c'était presque une religion. Maintenant, on s'est un peu calmé et on pose un pied de temps en temps pour traverser, quoi. Et donc, finalement, j'imagine que les planches font 75. Non, elles font 1 mètre. Ouais, elles font 1 mètre. Mais le fait de travailler à deux aussi, c'est super quand il y a des coups durs, parce que quand on est tout seul, on peut... Quand il y en a une qui a le blues, souvent l'autre ça va. Donc du coup, on se remonte le moral mutuellement et c'est génial. Alors, le fait de travailler en famille, c'est peut-être de moins en moins fréquent. Vous disiez aussi, Tamara et Christine, que le fait d'impliquer son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, c'est un élément important au-delà de l'aspect technique de la culture des légumes dans le résultat et dans le succès d'une telle entreprise. Ah bah oui, parce que là, Mégane est plus du soir, je suis plus du matin, donc en fait, quand il y a les récoltes et qu'il faut être prêt pour le marché et tout, des fois ça me fait un peu râler quand Mégane n'est pas là, mais en fait c'est super parce qu'elle, des fois elle anticipe, donc elle est là le soir et elle a récolté ou elle a fait des choses déjà le soir, elle a mis en place l'irrigation, donc le matin, moi quand j'arrive, j'ai plus à penser à ça. Donc voilà. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus,
Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée, musicienne, acrobate, cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. De cœur quatre prunelles à embarquer allegretto. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Tamara et Christine, avec votre sœur Mégane, vous avez fondé l'exploitation maraîchère aux Sœurs des Champs, c'est à Inglange, à l'est de Thionville. Mais l'une et l'autre, vous n'êtes pas nées maraîchères. Non, alors nos parents sont pas du tout du milieu agricole. Ma mère est prof de maths et mon père est ingénieur en métallurgie. Et on n'a pas, quand on était jeune, on n'avait pas vocation à être agricultrice. Vous avez eu vocation d'être quoi ? Alors moi je savais pas trop parce que mes parents avaient fait prépa, donc j'ai fait prépa bio parce que ça me plaisait. Après j'aimais bien la nourriture, donc je suis partie en école d'ingénieur agro. J'aimais bien dessiner, donc je m'étais plus orientée vers du marketing. Et puis quand j'ai fait mon stage de fin d'études, ça m'a pas trop plu. Donc après je suis partie au Canada. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je voulais travailler dans un pays étranger pour continuer à parler en anglais. Donc j'ai trouvé un poste au Canada en horticulture. Je gérais les serres de production en horticulture pendant 3 ans. Puis j'ai fait un petit peu de maraîchage là-bas, mais c'était vraiment pour remplir les serres une fois qu'il n'y avait plus de fleurs. Et j'ai trouvé ensuite un poste, parce que les fleurs c'est sympa, mais je préférais quand même les légumes. J'ai trouvé un poste en maraîchage bio au Canada là-bas pendant 2 saisons. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est un petit peu avant, entre l'horticulture et le maraîchage, que je m'étais dit que je ferais bien une petite ferme. Et ensuite on en a parlé avec Mégane et on a commencé. Et cette intention de vous installer en tant que maraîchère, c'est né à quel moment et pour quelle raison, et surtout pourquoi ne l'avoir pas anticipé beaucoup plus en amont? Parce qu'en fait, je veux dire par là qu'on n'est pas obligé d'être ingénieur agronome parlant anglais. Non, pas du tout. Pour être maraîchère bio. En fait, quand j'ai commencé à travailler en horticulture, j'ai eu le poste par hasard. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de venir travailler là-bas, parce que j'avais aucune expérience concrète ni technique. Et c'était vraiment très concret et technique ce qu'il fallait faire là-haut. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que en production, on voit tout de suite si on est bon ou pas. Production de fleurs, faut bien suivre, faut que tout soit très beau. On n'était pas en 100% bio, la fertilisant n'était pas bio, mais on n'utilisait aucun pesticide. Et c'était vraiment très formateur. Et puis on faisait un peu de légumes, il y avait quelques animaux déjà sur cette exploitation-là. Et ça m'a plu, en fait, c'est l'aspect concret. Et vous, Mégane Christine, la sœur de Tamara, vous avez vous aussi un parcours qui n'est pas d'emblée une formation en maraîchage? Non, moi j'ai fait une licence en biologie à Bridoux, donc écologie environnement. Bridoux, campus à Metz. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment là que j'ai eu ma conscience écologique qui s'est développée et j'ai eu envie de mettre ma petite pierre à l'édifice pour que la planète aille mieux. Et donc en fait, je voulais faire quelque chose de concret. C'est vraiment tout ce qui était terrain qui me plaisait, tout ce qui était concret. Donc je voulais faire quelque chose de concret et l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui impacte directement le milieu.
Donc, comme j'en ai déduit que je voulais devenir agricultrice, et comme de faire de l'élevage ou des céréales, c'est super compliqué quand on est hors cadre familial, je me suis orientée vers les légumes. Une toute dernière question que je ne devrais pas poser normalement. Je vais vous poser celle de l'âge. Tamara et Mégane Christen, vous avez quel âge, Mégane ? Donc moi, Mégane, j'ai 28 ans. Et moi, j'en ai 31. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Tamara et Mégane Christen, maraîchères au Sœur des Champs, c'est à Inglange, à l'est de Thionville. Quand on est comme vous, précisément jeune maraîchère, aussi bien en âge mais aussi en durée d'installation, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors, moi, coup de cœur, parce que le métier est vraiment super intéressant. Mégane Christen. Oui, c'est un métier où on sait qu'on va apprendre toute notre carrière, on aura toujours des choses à apprendre. Par rapport aux études que j'ai faites, j'adore parce que je continue à apprendre des choses sur les insectes. À la fac, on étudiait les insectes morts sous un microscope, et là, je les étudie vraiment vivants, leur cycle de vie, qui mange qui, à quelle profondeur ils hibernent. Enfin, vraiment, on apprend des choses concrètes en autodidacte finalement. Donc les mauvaises herbes aussi, les plantes bioindicatrices, il y a vraiment plein de choses qu'on peut continuer à apprendre chaque année. C'est aussi un métier qui fait faire du marketing, parce qu'il faut vendre son produit. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi chef d'entreprise, où il y a la comptabilité, il y a tout ce qui est programmation, gestion de l'entreprise financière. Donc ça aussi, c'est tout un aspect qui est intéressant. C'est vraiment un métier très très riche, quoi, avec du contact avec les gens, autant au marché que dans les AMAP. On connaît nos clients au bout d'un certain nombre ceux qui viennent toutes les semaines, on les connaît. Il y a des enfants qu'on voit grandir d'année en année. Donc ça, c'est aussi assez sympathique. Et voilà, donc vraiment, c'est un métier, je trouve, qui est très complet. On s'ennuie pas, et je pense qu'on s'ennuiera jamais. Comment vous expliquez que, alors il y a aujourd'hui un certain retour à la terre, c'est un peu votre cas, vous êtes des néo-ruraux, puisque vous n'avez pas d'antécédents directs, en tout cas dans l'ascendance directe dans le milieu agricole. Et il y a aujourd'hui un certain attrait, alors c'est un autre sujet, mais je ne sais plus qui faisait l'autre jour référence à tous ces jeunes qui veulent faire agriculture première langue. Ça veut dire qu'il y a aussi une confrontation de la réalité du métier. Comment vous expliquez aujourd'hui que, de façon générale, les métiers manuels n'attirent plus autant, et a fortiori les métiers de l'agriculture ? Alors, est-ce qu'il y a un effet de mode ? Je sais pas. Je sais qu'il y a quelques années, en tout cas, déjà le bio, on n'en parlait pas tant que ça. Quand j'étais à la fac, c'était vraiment assez marginal. Moi, quand j'ai voulu faire maraîchère, pareil, il n'y avait pas tellement de monde qui voulait faire ça, hein, donc c'est assez récent. Je pense qu'il y a eu des bons coups de com' avec, par exemple, la ferme du Bec et Loin, qui a beaucoup fait parler de la permaculture et du fait qu'on pouvait s'installer sur petite surface. Il y a aussi des problèmes peut-être écologiques dont les gens prennent conscience, qui font qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et ce retour à la terre, c'est peut-être leur façon à eux d'agir et de faire quelque chose et de prouver qu'on peut cultiver autrement et de réparer la nature. On a entendu tout à l'heure votre sœur Tamara expliquer les métiers de vos parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos parents qui ne sont pas du tout au milieu, à l'annonce de leurs deux filles voulant s'installer en agriculture et en maraîchage bio ? Je pense qu'ils ont eu le temps de s'y faire, parce qu'on ne s'est pas installé tout de suite. On a quand même maturé le projet pendant 2-3 ans, où on a fait du salariat, on a appris. Moi, j'ai fait course à chaussée. Donc, ils ont eu le temps de se faire à l'idée avant qu'on s'installe. Et je pense qu'ils ont vu que c'était sérieux et que ça durait dans le temps. Et voilà, donc ils ont le temps de se faire à l'idée. Là, ma mère, elle est assez contente. Elle aime bien en fait venir ici, filer des petits coups de main, et puis donc avoir nos produits. Je pense que elle s'y est bien faite. Notre père, lui, il était peut-être un peu plus inquiet par rapport aux finances, parce que c'est pas évident du tout, quoi, de monter sa société comme ça, surtout avec l'agricole où on n'est jamais certain de la récolte. Mais globalement, ils sont assez compréhensifs et ils nous aident comme ils peuvent, quoi. Vous inciteriez aujourd'hui les jeunes, Mégane Christen, à s'installer en maraîchage bio ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, donc j'aurais tendance plutôt à les freiner, dans le sens où je leur dirais fais bien attention, est-ce que tu as toutes les clés en main pour réussir ? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'installent et qui finalement foncent dans le mur.
Donc est-ce que au niveau du terrain, tu as réfléchi? Est-ce que tu as assez de finances? Est-ce que tu as assez d'expérience aussi? Est-ce que tu as vraiment travaillé chez des maraîchers? Parce que l'idée qu'on se fait du maraîchage, si on a eu un petit jardin, ça n'a rien à voir le maraîchage. Donc vraiment avoir de l'expérience et aller voir le plus de maraîchers possible pour voir tous les cas de figure qui existent. Tamara et Christine, vous, alors c'est pas dans votre nature, mais voilà, vous avez réparti les choses entre vous et votre sœur. Tamara, Christine, vous êtes sous ce coup-là chargée du coup de gueule. Oui, parce que je suis complètement d'accord avec Mégane sur le coup de cœur. Avec elle, j'adore le métier pour ses multiples facettes. Et donc du coup, je prends la part du coup de gueule. Par rapport, on disait aux revendeurs, c'est vrai que le bio est accaparé maintenant par des multinationales avec pas mal de greenwashing, je dirais, où on fait plus trop attention. Le bio pas cher, pour moi, ça n'existe pas. Ou alors c'est que au niveau humain derrière, forcément, ça a été, il y a eu un zapping, ou c'est du bio calqué sur de la monoculture et sur du conventionnel, et c'est pas l'esprit de la bio au départ. Donc je dis pas qu'il faut retourner à tout le monde travailler à la main, à se péter le dos, etc. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, au niveau humain, il faut quand même savoir, quand on achète des produits à un agriculteur local, on peut quand même aller voir chez lui comment ça se passe. On voit bien qu'il n'y a pas 10 Africains dans le champ exploités. Quand ça se passe très loin de chez nous, ça a beau être bio, on ne sait pas quelles sont les conditions humaines et éthiques. Et effectivement, on a un produit qui est peut-être sain, qui n'y a pas de produits chimiques dessus. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu des enfants exploités ou même des adultes? On n'en sait rien. Est-ce que c'est pas aussi une faille dans le label bio aujourd'hui qui certifie l'absence effectivement de produits chimiques, mais qui ne garantit pas une norme sociale de production? Je pense, mais après ils font de plus en plus attention par exemple au bien-être animal, donc c'est un progrès dans le label bio. Je crois que quand le label est passé au niveau européen, le label français a perdu beaucoup d'exigences. Donc c'est à nous de dire aux consommateurs, de dire peut-être d'instaurer une partie, une condition éthique et humaine aussi dans le label bio. Oui, c'est bien joli, c'est très bien de respecter la planète, etc. Après, il faut quand même respecter aussi l'humain. Merci Tamara et Mégane Christine. De rien. Merci. Voilà pour ce reportage à la ferme maraîchère aux Sœurs des Champs à Inglange en Moselle avec Mégane et Tamara Christine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site auxseursdeschamps.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Potes âgés par le groupe bruxellois Pang, sorti en clip vidéo en 2013, Le sirop d'érable par le groupe québécois Le Rêve du Diable, paru sur l'album éponyme sorti également en 2013, et enfin La chanson des jumelles par les sœurs Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, tirée du film Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demy, sorti en 1967. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.